Je crois que c'est la vidéo la plus importante sur cette chaîne. Alors oui, tous les sujets sont importants, mais s'il y en a un qui l'est plus que les autres, c'est bien l'éducation. Aujourd'hui, on analyse en détail comment les enjeux climatiques et environnementaux sont enseignés au collège, au lycée et dans le supérieur, et on regarde ce qui doit changer. 69%. C'est le pourcentage des élèves dans le supérieur qui veulent être davantage formés aux sujets environnementaux. Cette étude du RESES sur près de 50 000 étudiants pose les bases du constat. Les élèves veulent être plus formés. Pour ça, il y a des choses à modifier et dans tous les cursus. Parce que oui, les enjeux climatiques et environnementaux sont complètement pluridisciplinaires. Il faut donc les intégrer dans l'enseignement pour tous et non pas pour certains masters spécialisés dans le domaine. On a et on va avoir besoin de climatologues, bien sûr, comme on l'a vu dans la dernière vidéo sur la NASA, mais aussi de géopoliticiens, de juristes, de conférenciers, de vulgarisateurs, de philosophes, d'écrivains, bref, tout le monde doit être formé. On a donc du retard, et je concède que rattraper ce retard rapidement et efficacement, ça peut paraître compliqué. D'autant qu'il y a plusieurs acteurs qui doivent être moteurs du changement. D'un côté, l'éducation nationale, bien sûr, en charge des programmes dans le primaire et le secondaire, et de l'autre, les universités, les IUT, les écoles professionnelles et les grandes écoles, parce que ce sont eux qui décident des cours délivrés dans le supérieur. Mais on va continuer cette analyse avec deux notes d'espoir. La première, c'est qu'on a déjà vu des changements drastiques dans les programmes avec des ajouts dans d'autres domaines importants de notre époque. Je pense par exemple à l'informatique qui est de plus en plus présente dans l'enseignement au collège-lycée, mais aussi dans des masters spécialisés en big data ou en intelligence artificielle par exemple. Ça montre qu'un changement rapide des programmes est possible si on y met les moyens. La deuxième note d'espoir, c'est que les élèves aussi peuvent avoir un rôle moteur. Ils peuvent faire pression sur leurs établissements pour les faire bouger. Petit exemple, des élèves de l'Institut d'Agro de Dauphine, de l'Institut Mines Télécom ou encore d'HEC ont publié des lettres ouvertes adressées aux directeurs de leurs écoles avec un message simple. Ils demandent d'intégrer pleinement les enjeux écologiques et sociétaux dans l'ensemble de leur formation. Beaucoup de groupes d'élèves sont également dans des échanges actifs avec leur administration pour commencer à faire changer les choses. C'est notamment le cas au sein de la COP2 étudiante, où plus de 70 groupes de travail composés de 4 élèves, 4 professeurs-chercheurs et 4 membres de l'administration se sont réunis pour réfléchir à comment intégrer au mieux la transition écologique au sein des nouveaux programmes. Allez, on commence par regarder les changements en cours au collège et au lycée. Et sur ce point, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les premiers plans pour commencer à inclure les sujets environnementaux dans les programmes datent de 2004. Donc c'est pas si vieux que ça, et à l'époque c'était mis en place principalement dans les cours de SVT et d'histoire géo. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est encore loin d'avoir assez de formation sur le sujet. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les climatologues du CNRS, Valérie Masson-Delmotte, Jean Jouzel et Hervé Letreux, membres et anciens membres du GIEC. Je cite leur tribune publiée en 2018. Les nouveaux programmes du lycée pour les 5 prochaines années ne laissent pas assez de place pour la transmission des bases scientifiques essentielles à la compréhension des problèmes majeurs, que sont le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, leurs causes et les solutions permettant d'agir pour les enrayer. Et ça, c'est un avis qui date de décembre 2018, donc c'est tout récent. En fait, Valérie Masson-Delmotte explique que ce sont environ 10 heures par an qui sont consacrées aux enjeux environnementaux au lycée, sur 2000 heures d'enseignement au total. Et vous pouvez me dire dans les commentaires si c'était ça pour vous à l'époque ou si c'est ça pour vous en ce moment. Et on rappelle que l'accord de Paris, que la France a signé, ne prévoit pas uniquement des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres pour améliorer l'éducation sur les enjeux climatiques. Bon, ce texte des climatologues date de fin 2018, donc on peut se dire peut-être qu'il y a eu des changements depuis. Alors, en effet, en 2019, il y a eu la création des éco-délégués. Ce sont des élèves qui doivent encourager les autres à respecter l'environnement. Mais on a vu que toutes les demandes, que ce soit des scientifiques du GIEC ou alors des élèves eux-mêmes, c'est que la formation vienne des programmes, des professeurs. C'est le rôle de l'école et non pas des éco-délégués. Dernier point là-dessus, il faut quand même noter que le ministère de l'Éducation nationale a indiqué qu'à partir de la rentrée prochaine, l'enseignement scientifique en terminale va être consacré aux enjeux climatiques. Voilà pour ce qui est de l'état des lieux au collège et au lycée. On passe maintenant à l'enseignement supérieur et pour ça, j'ai une invitée surprise que j'appelle tout de suite.
Alors Lou, est-ce que tu peux te présenter? J'ai 22 ans, je suis étudiante ingénieure et je fais partie du collectif d'étudiants et de jeunes diplômés pour un réveil écologique. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce collectif déjà? Quand est-ce qu'il a été créé? Alors c'est un collectif qui a été créé fin 2018 à la suite de la parution du manifeste étudiant pour un réveil écologique. C'est un texte qui révélait en fait la dissonance entre nos convictions écologiques et les formations qu'on nous proposait, les emplois auxquels on était destinés. Il a été signé par plus de 30 000 étudiants qui étaient tous prêts à changer notre modèle de société. Et donc en 2020, vous avez lancé le Grand Baromètre. Oui, effectivement, on a lancé le Grand Baromètre de la transition écologique, qui est une initiative qui vise à recenser les mesures prises par les différentes écoles et établissements d'enseignement supérieur pour intégrer les enjeux de la transition écologique au cœur de leurs enseignements et de leurs stratégies. D'ailleurs, si vous êtes étudiant ou étudiante, vous pouvez retrouver les réponses de votre établissement au Grand Baromètre sur notre site web. Et si vous ne la trouvez pas, c'est sûrement que votre établissement n'a pas encore répondu et il ne vous reste plus qu'à motiver votre administration pour qu'elle y réponde. Est-ce que tu peux nous présenter les résultats principaux? On a sorti en février 2020 un rapport qui s'appelle l'écologie au rattrapage, à partir des réponses de 39 établissements d'enseignement supérieur, principalement des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et des universités. On n'avait pas assez de réponses d'autres types d'écoles pour pouvoir en faire une synthèse, mais il faut quand même garder en tête que ce sont des enjeux qui concernent tous les types d'établissements et pas seulement les grandes écoles et les universités. Et donc, à propos de ce rapport, quel est le constat principal? Aujourd'hui, seuls 15% des établissements déclarent vouloir former 100% de leurs étudiants. Et 0 le font concrètement. Pour nous, ça devrait être un objectif commun à tous les établissements. Je signale aussi qu'il y a un autre rapport qui est sorti sur le sujet par le think tank The Shift Project et qui a un constat similaire. Alors l'étude porte sur 34 établissements du supérieur et la conclusion principale, c'est que 76% des formations ne proposent aucun cours sur l'énergie et le climat et quand il est proposé, c'est pas forcément un cours obligatoire. Et la même année, The Shift Project a aussi lancé un appel, un de plus, pour former tous les étudiants aux enjeux climatiques et écologiques. Il a d'ailleurs été signé par plus de 150 directions d'établissements et près de 10 000 citoyens. Il y a donc une grande demande de changement. Et donc Lou, est-ce que tu peux préciser les demandes de changement et les difficultés qui vont se dresser? Avec Pour un réveil écologique, on a tiré 4 conclusions. La première demande, c'est qu'il y ait des cours obligatoires sur les enjeux de transition écologique dans les troncs communs, c'est-à-dire dans les cours que tous les élèves seront obligés de suivre, et pas uniquement dans les cours spécialisés pour certains masters ou certaines licences. En fait, il faudrait que tous les élèves puissent avoir ce fameux déclic à travers leurs cours obligatoires, et pas en ayant besoin d'aller chercher d'autres ressources par eux-mêmes. Deuxièmement, il faut une réelle cohérence dans l'enseignement, et pas seulement quelques cours par-ci par-là. Il faut une stratégie, il faut des débouchés concrets pour les élèves qui veulent intégrer ces enjeux au sein de leur futur métier. L'employabilité est un facteur essentiel à prendre en compte. Notre monde change inéluctablement, et les métiers aussi. C'est donc dès maintenant qu'il faut amorcer cette transition, pour les élèves d'aujourd'hui qui sont les actifs de demain. Troisièmement, il va falloir beaucoup d'efforts humains et financiers pour aborder ce changement. La plupart des professeurs doivent être formés eux-mêmes avant de pouvoir former les élèves, et on peut imaginer aussi changer les modalités d'enseignement. Parce qu'un cours en amphi par exemple, c'est vu et revu, et ça ne correspond peut-être pas à la meilleure manière d'aborder ces sujets importants. Alors ça me fait penser à la fresque du climat. C'est un atelier participatif en petits groupes pour s'emparer des grands enjeux climatiques. Plus de 200 000 personnes ont déjà été formées et c'est en train de prendre une grande ampleur. Oui, on peut tout à fait imaginer s'inspirer de ce type d'initiative pour rendre l'apprentissage plus interactif. En plus, il s'agit de sujets qui peuvent être assez angoissants, et du coup un apprentissage humain, ça peut s'avérer nécessaire. La quatrième et dernière conclusion, c'est qu'il faut un plan national pour embarquer tous les établissements dans une dynamique globale qui permet d'aboutir à cet objectif final, 100% des étudiants et étudiantes formés aux enjeux de la transition écologique. Très clair, merci beaucoup Lou. Et il faut aussi que certaines écoles prennent le pas avant tout le monde pour montrer qu'un changement rapide et efficace est véritablement possible. C'est ce qu'est en train de faire le groupe INSA et ça donne un peu d'espoir. L'INSA, c'est l'Institut national des sciences appliquées qui regroupe 14 établissements et ça représente 10% des ingénieurs en France. Ce qu'ils font, c'est assez fort, ils ont l'objectif de remodeler leur formation en prenant en compte les objectifs environnementaux. Et en plus, ils invitent tous les établissements du supérieur à suivre leur démarche et à faire de même. Pour ça, l'INSA est en partenariat avec The Shift Project, dont on a déjà parlé, et en fait, ils ont publié un rapport intermédiaire pour expliquer leurs avancées et les difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est en open source, comme on dit, et c'est super positif parce que ça fait accélérer le changement un peu partout. D'ailleurs, si vous passez en études supérieures, vous vous appuierez sûrement sur les classements entre université et école pour faire votre choix. Malheureusement, la plupart des classements ne prennent pas du tout en compte l'environnement dans leurs critères. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est le salaire à la sortie ou le nombre d'élèves qui partent à l'international. Mais en fait, si les critères des classements n'évoluent pas, certaines écoles auront peur de changer par peur de perdre des places dans le classement. Il faudrait donc modifier ces critères pour accélérer le changement.
Et donc selon toi, comment tout ça se profile dans les prochaines années? La bonne nouvelle, c'est que les mouvements étudiants prennent de plus en plus d'ampleur et qu'il y a plus en plus de gens dans les associations écolo au sein des écoles. Vous pouvez d'ailleurs, en tant qu'élève, vous impliquer activement dans la transformation de l'enseignement supérieur en challengeant vos propres établissements. Si ça vous motive, vous trouverez des ressources pour passer à l'action chez de nombreuses organisations étudiantes qui travaillent sur ces sujets. La COP étudiante, le RESES ou le collectif Point Rêve écologique. Les experts scientifiques essaient aussi de faire bouger les choses dans le domaine de l'éducation, et certains établissements, on a cité l'INSA mais il y en a d'autres, commencent à proposer des choses intéressantes. Est-ce que ce changement aurait dû arriver plus tôt? Oui. Mais c'est pas une raison pour baisser les bras, au contraire, c'est une raison pour s'activer et aller encore plus vite. Et encore une fois, c'est un sujet essentiel parce que s'informer sur YouTube, c'est bien, c'est même très bien, et il y a d'ailleurs plein de chaînes excellentes comme Le Réveilleur ou Eureka, mais donner la chance à tous de s'informer à l'école et à l'université, c'est encore mieux. Mais bon, en attendant, vous pouvez toujours vous abonner et suivre Pour un réveil écologique sur leur réseau, je mets tout ça en description. Merci beaucoup Lou, bon courage à toi et au collectif pour transformer l'enseignement, et à bientôt j'espère. Merci à toi et à bientôt. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien d'Enerlis, opérateur global de la transition énergétique. Vous trouverez comme d'habitude leur lien en description avec toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Instagram. Alors Lou, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr.